Bonjour madame. Bonjour. Je suis donc Stéphane Van Pevel pour Novelas ASBL et aujourd'hui vous avez une conférence à donner en référence à un livre que je vais montrer à la caméra pour tout le monde et dont vous allez un peu nous parler pendant quelques instants aujourd'hui. Donc vous êtes Maria Elvira Roca Barea. C'est bien. Et quelle est votre profession en fait? Moi j'étais professeur pendant plusieurs ans et maintenant c'était difficile de travailler à l'enseignement et d'écrire en même temps, donc j'ai décidé de laisser d'un côté l'enseignement et dédier mes efforts à l'écriture. Alors, j'ai fait des recherches avant de venir parce que j'étais intrigué par le titre et j'avais tout de suite pensé au noir, à l'Afrique et pas du tout à un côté sinistre de l'histoire d'Espagne. D'accord, c'est intéressant. Et pourquoi? Mais la légende noire, donc oui. vous évoquez... La légende africaine, la légende des Noirs en Espagne. Et effectivement, je trouvais ça un peu paradoxal, puisque c'est souvent les États-Unis qui font référence à ce domaine-là, et puis l'histoire d'Espagne concerne souvent l'Amérique latine, en tout cas pour la colonisation. Donc voilà, mais pour les profanes, expliquer en quelques mots ce que signifie finalement la légende noire. La légende noire, c'est une expression que ça a commencé à employer au début du XXe siècle, en référence à une idée acceptée en Europe sur laquelle l'Espagne était un pays bizarre pendant plusieurs siècles, d'un côté pas du tout dans les groupes de pays à l'Europe comme il faut. C'est-à-dire une sorte d'exception à l'histoire de l'Europe. Cette exception n'est pas du tout positive, c'est une exception toujours négative. Et moi, en tant que citoyen belge, je n'ai jamais eu l'impression que l'Espagne était un pays avec un passé si douloureux. Alors bien sûr, on a des grandes périodes dramatiques comme l'Inquisition, mais voilà. Mais voilà, l'idée que vous avez de l'Espagne est tout à fait connectée avec la légende noire, vous ne le savez pas. C'est-à-dire l'Inquisition, c'est un phénomène général en Europe du XVIe siècle, du XVIIe siècle, et vous vraiment la connectez avec l'Espagne automatiquement. Donc c'est un phénomène typique de la légende noire. Vous ne le savez pas, c'est magnifique. C'est pas que je ne le savais pas, c'est que comme c'était un phénomène qui finalement ne concernait pas que l'Espagne, même si ça a commencé en Espagne. L'Inquisition, il y en a eu en France, il y a eu des problèmes de religion aussi en Angleterre. Ce qu'on appelait les Pays-Bas provinces unies faisait aussi partie du grand empire de Charles Quint. Donc pour moi, quand on regarde l'histoire à travers notre regard, c'est peut-être à tort banalisé finalement. Et aujourd'hui, au XXe siècle et au XXIe siècle, on aurait plutôt pensé à une Espagne noire vis-à-vis de Franco, par exemple. Bon, ça n'a rien à voir. La légende noire, c'est un phénomène qu'on doit étudier. Et à l'époque complètement impériale de l'Espagne, et évidemment avec des circonstances qui se sont développées des siècles après, parce qu'en général, après d'avoir construit une image, c'est difficile de changer ou de modifier les points de vue. Mais ça n'a rien à voir qu'avec l'époque de Franco, même si il y a toujours quelqu'un qui vient trouver des rapports entre une période et l'autre, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc si on doit délimiter une période dans le temps, ça va de quelle période à quelle période, si c'est faisable? C'est impossible d'expliquer comme ça. D'accord. Donc il y a ce qu'on peut appeler l'époque créative. Et il y a après une période de consolidation, c'est-à-dire il y a une période du XVIIIe siècle, XIXe siècle, la légende n'est plus créative, mais commence à être solide. Donc c'est les points de vue acceptés, on ne se demande pas pourquoi. Il y a plusieurs topics qui sont commencés 2 siècles en
arrière, mais personne ne se demande pas pourquoi on a cette idée. Donc, c'est une sorte de décantation, on peut dire. Décantation. Décantation historique et acceptée partout. C'est vraiment les dernières, pas du tout les dernières, mais un des plus importants et derniers chapitres de la légende noire a été écrit au XIXe siècle par la historiographie magnifique du XIXe siècle. D'accord. Et de nouveau, moi je suis un profane, donc pardonnez-moi si je dis des erreurs ou des bêtises. Est-ce que l'influence de la colonisation et le rôle de la chrétienté dans la colonisation fait aussi partie des thématiques que l'on peut retrouver dans l'histoire de la légende noire? De quelle colonisation parlez-vous? L'arrivée de Cortés, Pissarro dans... Ce n'est pas un phénomène de colonisation, c'est pas un phénomène impérial. C'est un phénomène impérial. La colonisation, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. La colonisation, c'est un mot qu'on doit garder pour l'expansion du 19e siècle, de la deuxième part du 19e siècle. Et ça n'a rien à voir avec n'importe quel type d'expansion. Il y a des différentes expansions en Europe. D'accord. Et l'expansion napoléonique, c'est quelque chose de très concret par rapport au temps. Ou bien l'expansion de la France en Algérie n'est pas long. D'accord. Donc il faut les délimiter vraiment les uns les autres quand on parle d'une expansion qui s'est développée pendant des siècles, qui a construit tout à fait un paysage nouveau. C'est différent de la colonisation qui est brève et en général peu stable. Je parlais de la colonisation du XVIe siècle et qui a encore une incidence aujourd'hui. L'Amérique du Sud est hispanophone dans sa grande majorité, et même l'Amérique centrale. Oui, oui. Donc, je ne sais pas, est-ce que l'incidence là-bas est aussi importante ou pas, finalement? Ou c'est limité à l'Espagne ibérique, je veux dire? L'incidence, c'est quoi? De la légende noire. La légende noire, c'est un phénomène assez complexe à l'histoire de l'Europe. En général, parce qu'on a accepté plusieurs images construites par la légende noire. C'est difficile de dire la légende noire une sorte de fantôme. Bon. On a dit fabriquer. La légende noire, ça n'existait pas comme les animaux à la forêt. Donc, il y a de la propagande, il y a des intérêts économiques assez forts, il y a toujours des oligarchies périphériques qui ne veulent pas être questionnées par les grands pouvoirs de l'Espagne hégémonique. Et concrètement, est-ce qu'il y a des noms, des courants, des personnes que l'on peut associer à ce mythe finalement? Évidemment, mais c'est difficile. Chaque siècle a une version particulière. Enfin, il faut chercher les mots des luttes à chaque instant. Donc, la façon d'envisager la légende noire au XVIIIe siècle par la France est tout à fait différent de la façon d'envisager cette version un peu entre drôle et tragique que tu peux trouver à l'Angleterre du XVIIIe siècle. C'est tout à fait différent parce que les intérêts de la France sont tout à fait différents au XVIIIe siècle. Donc ça dépend de chaque créateur de ces images. Ça dépend des points de vue qui soient intéressants pour eux. C'est ça. Donc si je résume bien la pensée, c'est que c'est pas une légende noire, mais des visions internes et externes de certains phénomènes liés à l'Espagne. Plus ou moins. Oui. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que la vision espagnole est plus juste, avec beaucoup de guillemets, qu'une vision proche comme celle de la France?
Est-ce que la France a raison à tort? Est-ce que l'Espagne a raison ou à tort dans la manière dont elle développe? Pas au contenu, mais sur le développement. Je ne comprends pas. Mais, ce que vous dites, mais en général, l'Espagne, les élites espagnoles, l'historiographie espagnole du 18e siècle, et après on a accepté ces points de vue. Il n'y a pas de grande différence entre l'historiographie officielle de l'Espagne et l'historiographie de la France. Il n'y a pas de grande différence. Pas du tout. Donc vraiment, les noms, c'est l'expression les jeunes noirs a commencé à s'employer au début du 20e siècle. Donc c'est vraiment jeune. C'est récent, tout à fait. Quel est le parcours qui permet d'arriver finalement, bon, j'imagine que vous avez étudié pendant des années, quel est le parcours qui mène à s'intéresser finalement à un sujet très particulier? C'est compliqué. Premièrement parce que j'ai étudié lettres classiques, comme on dit en français. Donc j'ai étudié l'histoire de Rome beaucoup. Et j'arrivais à la conclusion qu'à l'histoire de Rome, il y avait un phénomène ressemblable à la légende noire. C'est-à-dire, à l'époque, quand Rome était un grand pouvoir à la Méditerranée, même au nord de l'Europe, il y avait des petits pouvoirs autour de Rome qui développaient vraiment de terribles propagandes contre le pouvoir hégémonique qu'il y avait à cette époque-là. Et après j'ai vécu aux États-Unis, Oui, vécu. Pendant des années. Et c'est vraiment étonnant que les Américains sont en train d'absorber ces idées, une sorte de malédiction. Des malédictions contre eux, c'est-à-dire nous sommes le coupable de toutes les choses qui sont mauvaises que les autres pensent par rapport à nous. C'est-à-dire on a fait mal les choses, et même si ils considèrent qu'ils sont la tête du monde, en même temps, il y a une sorte de Grecs qu'on appelait ces sentiments hybris. Hybris, oui. D'accord. Donc c'est une sorte de malédiction, c'est-à-dire quand un pays devient un pouvoir hégémonique qui lutte avec beaucoup de petits pouvoirs autour de lui. Ces petits pouvoirs développent en général une sorte de propagande contre les pouvoirs hégémoniques parce que c'est la seule façon de lutter qu'il peut développer. Est-ce qu'on peut dire que d'autres pays ont aussi une légende noire alors finalement, puisque c'est un phénomène, donc ce phénomène peut être transposé dans d'autres civilisations, d'autres cultures? C'est vraiment la légende noire n'est pas transposer la légende noire pour d'autres pays aux circonstances difficiles. Il faut se concentrer dans les grands empires de l'histoire. Seulement les grands empires de l'histoire ont provoqué un phénomène semblable à la légende noire. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce qu'on peut trouver le premier intervenant ou la première personne qui a utilisé l'expression légende noire? Ah oui. Oui, c'était un livre qui s'appelait comme ça, Légende noire. D'accord. Il s'est publié premièrement en partie dans une revue et en 1914 et après en 1917 ces livres, enfin ces articles sont réunis. Et l'auteur, qui s'appelait Julián Juderías, a publié le livre, il s'appelait comme ça, La Llorona. D'accord. Donc c'est l'origine, en fait. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de lire le livre avant, donc je ne connais absolument pas le contenu, la manière dont c'est mis en page, voilà. Mais apparemment, on m'a dit que c'était un livre qui avait quand même un certain succès. Donc, félicitations. Merci. Mais à votre avis, à quoi est dû ce succès? Est-ce que c'est le contenu, votre style? Est-ce que c'est vraiment la thématique qui interpelle?
Est-ce qu'il y a des clés du succès? Aucune idée. Aucune idée? Aucune idée. Non. Je sais pas. Vraiment, c'est difficile de. Quand on essaie. On essaye. Un essai historique, presque 50 pages. Soit vraiment un best-seller, c'est pas probable. Donc, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai l'habitude de demander les autres. Je n'ai pas trouvé une explication assez vraisemblable pour moi. D'accord. Ouais. Parfois, le succès ne s'explique pas et c'est ce qui fait encore son côté mystérieux. Le livre est disponible dans d'autres langues ou c'est uniquement en espagnol? Bon, le livre est très jeune, c'est-à-dire une année et 3 mois, 2 mois. D'accord. Quelque chose comme ça. Donc, Faut elle n'est encore pas un peu. traduite. Pour nos amis qui ne connaissent pas le livre, qu'est-ce que vous pourriez dire pour les inciter tout simplement à s'y intéresser, à défaut d'acheter le livre, au moins à s'intéresser à la thématique? Bon, c'est difficile vraiment de parler avec mon livre français qui est magnifique et intéressant et tout ça. Vraiment, je ne peux pas. On est bien Donc, d'accord. on peut commencer et après la page 21, 22, si on s'ennuie, On arrête. voilà. on s'arrête. Je vous prends en voix. Page 21, 22. Maintenant, évidemment, si c'est en espagnol, je vais me faire avoir. Bon. Voilà, évidemment. Donc, non, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver? Ce n'est pas un roman, on est bien d'accord. C'est pas du tout un roman. Donc, c'est plus d'un point de vue. C'est très historique et en même temps, il y a une partie des idées historiques en même temps. C'est-à-dire, les mots qui commencent, une pédiophobie, c'est une idée sur les empires, Les empires. et sur les idées qu'on a sur les empires et pourquoi on a en général accepté que les empires sont toujours mauvais. Quand en général les empires ont provoqué des grands développements en l'histoire de l'humanité. Oui. Là, je ne peux être que d'accord. Hier soir, en faisant un peu mes recherches, je me suis demandé finalement, mais l'histoire de l'Europe, on est dans une Europe plus ou moins en paix depuis 70 ans maintenant. L'histoire de l'Europe a été parcourue justement de ces grandes invasions, de ces empires. Mais l'Espagne... Toujours a été un invaseur, n'importe quel temps. Oui. C'est l'histoire De des êtres humains. Non, Mais- de l'Europe du monde. C'est l'histoire de l'Homo sapiens. Tout à fait. Désolé. Oui, non, mais les invasions, les migrations, voilà, ça on est d'accord. Mais en tant que zone géographique, l'Espagne a finalement, à part les Maures, enfin, les Arabes du sud de la Méditerranée qui ont envahi l'Espagne jusque Poitiers, à part eux, est-ce qu'il y a eu d'autres influences de civilisation, de culture? Je n'ai pas eu l'impression, après l'Empire romain bien sûr, que le territoire a été conquis par d'autres grandes puissances. Est-ce que je me trompe ou Bon, il y a toujours le vaso campaniforme, je suis incapable de dire cela en français, donc c'est probablement ce sont une culture après les Celtes, donc on a eu premièrement il y a les hivers, on ne sait pas. oui. Oui. Et après il y a eu les Celtes, et après entre les Celtes et les hivers il y a eu cette histoire du vaso campaniforme, que c'était une culture qu'on ne sait pas exactement comment l'appeler. Okay. Ce sont los celtas en su versión, digamos, sur d'Europa, du sud de l'Europe. Les celles qui sont, c'est ça, oui. Et après, il y a eu le suevos, les alanos, et des tribus du nord sont germanos. Les germanistes, Germaniques, et les Visigoths, non, entre eux il y avait le romain et après il y avait les grecs et il y avait un peu. Vraiment, Classique, tout le monde était là-bas. Okay. Les Carthaginois, avant les Romains, donc tout le monde a été là-bas. C'était vraiment une fête amusante. D'accord. Je pense qu'il faut terminer bientôt parce qu'il y a l'autre monsieur. D'accord. Mais je vais vous laisser le mot de la fin en fait. Qu'est-ce que vous pourriez nous souhaiter de bien pour le reste? Bon, vraiment, je vous remercie. Merci à vous.
d'être ici et j'espère avoir une traduction en français.